la deuxième partie parce qu'on avait tellement parlé sur ce groupe, mais bon, peu importe, on n'a pas prédéfini de format. Et c'est un peu le charme de l'émission. On m'avait écrit pour me dire ah j'aime bien, c'est un côté artisanal, il faut que ça le reste. Donc nous en étions donc toujours sur Led Zeppelin, sur à peu près l'année 73. Et donc le concert au Madison Square Garden illustré par le film de Song of the Scène qui sort d'ailleurs en même temps à peu Non, près. non, au contraire. Il sortira beaucoup plus tard, il sortira en 76. Hop là, 76 carrément, d'accord. Donc du coup, les gens, à part les gens qui ont vécu cette tournée américaine, je veux dire, les gens découvriront ça, le grand public qui n'allait pas au concert découvrira ça sur écran 3 ans plus tard. Donc pendant ce temps-là, les tournées américaines se passent de façon quand même assez spéciale. Donc on l'avait évoqué dans la première partie, au niveau des filles, des bagarres et des guerres de clans, c'est assez puant et dégueulasse. Et heureusement, effectivement, qu'on n'était pas à l'époque MeToo. Parce que si vous reprenez un peu le bouquin de Bill Graham, qui a eu l'occasion de les faire, d'être le promoteur de pas mal de dates anglaises et de travailler avec Peter Grant. Américaine, j'ai dit anglaise, mais je pensais américaine. Pourtant, c'est différent. C'est assez dément ce qui se passe en coulisses, non? Enfin, je veux dire, c'est vraiment des histoires de tabassage, de mecs tabassés planqués, tout est pas, et puis les nanas quoi, enfin je veux dire c'est des queutards absolus quoi, et ça commence vraiment à partir en couille et à sentir peut-être les prémices de ce qui va arriver dans la deuxième moitié là, donc on va évoquer dans ce podcast. Bon, c'est difficile en même temps de vraiment parler de ça par rapport au recul qu'on a à l'époque actuelle, parce que sans du tout minimiser ce qu'on avait moralement sur ce qui se passait, sur ce qu'on sait là-dedans. En plus, on sait pas tout. Hein, l'époque était différente, mais juste pour donner, expliquer ça, c'est cette espèce de concentration de pouvoir, et c'était un groupe tout puissant, Led Zeppelin, il y a rien d'autre à dire. C'était le groupe qui, de toute façon, ils avaient quasiment pas besoin de faire de pub pour vendre toutes les places d'une tournée américaine. Ils n'avaient pas besoin de faire de pub pour vendre leurs disques. C'était un groupe où, de toute façon, tout leur était dû. Et en plus, ils avaient un contrôle total sur tout parce qu'ils n'avaient aucun label qui leur mettait une pression, etc. Ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, plusieurs années avec autant de succès, évidemment, beaucoup de gens deviennent complètement junkies là-dedans, ouais. Et perdent les pédales. J'ai envie de rajouter à tel point que même Cocksucker Blues, pour ceux qui connaissent l'espèce de faux film fake de la tournée 72 des Stones, Led Zeppelin, c'était puissance 1000, je veux dire, c'était des scènes préfabriquées. Finalement, Cocksucker Blues est presque un pastiche des tournées de Led Zepp qui se passait vraiment de façon plus trash. Mais le drame dont parlent les membres de Led Zeppelin et des Who d'ailleurs, c'est qu'il n'y avait absolument pas les beautiful people qu'il y avait sur les tournées des Stones. Il n'y avait pas Truman Capote, la princesse Radie, enfin, etc. Enfin, je veux dire, de par le fait que c'était contrôlé par Peter Grant et que, mais finalement, les critiques ne suivaient pas. Ils étaient invités partout, mais c'était quand même un cercle fermé et on ne savait pas ce qui se passait. Là aujourd'hui, on a vu des choses, mais... Il y a une autre raison dont on n'a pas parlé un petit peu avant, oui. Mais Led Zeppelin était un groupe qui, à son départ, était blacklisté par Rolling Stone. Rolling Stone, le magazine, était un petit peu l'institution du cool aux États-Unis. Et il se dit que... Mais pourquoi ? Il se dit que la raison pour ça serait que au début du groupe de Led Zeppelin, Ian Wenner, donc le créateur, rédacteur en chef de Rolling Stone, voulait plus ou moins devenir le manager, s'occuper de Led Zeppelin aux États-Unis, et qu'évidemment Peter Grant a refusé de façon assez lapidaire. Et c'est à cause de ça que, de façon constante, Led Zeppelin s'est fait détruire à la sortie de chaque album dans Rolling Stone. Les pauvres, ils n'ont pas pu lutter puisque les albums se vendaient comme des petits pains sans promo. Tout à fait. Mais ça explique pourquoi Led Zeppelin avait mauvaise presse au sein de l'intelligentsia américaine, et que l'intelligentsia, les gens un peu cool et branchés,
voulait se faire inviter sur les tournées des Stones, alors que en gros Led Zeppelin c'était pour les ploucs. Et c'est pas le côté justement de la dureté du heavy metal, et puis parce que du coup Led Zepp est le fer de lance de tout un mouvement de groupe anglais Oui. comme Deep Purple et Black Sabbath, qui sont quand même, enfin bon, je veux pas faire un débat là-dessus, mais enfin voilà, Led Zeppelin avait quand même un supplément d'âme par rapport aux deux groupes que je viens de citer, qui est enfin, indéniable, je veux dire, Tout à fait. en termes de composition, de génie créatif, Non mais tout à fait. et de même de prestations scéniques, quoi. Tout à fait. Et puis du côté des Rolling Stones, il y avait deux facteurs. Un facteur purement culturel, les branchés et l'intelligentsia gardaient une affection pour les Stones parce que c'était une relique des années 60 Oui, et c'est il ça. leur restait plus tant que ça à cette époque-là. Et aussi parce que Jagger aimait être célébré par ces Bien gens-là sûr. et ne demandait que ça. Oui, oui, tu as raison. C'est vrai Lui, que c'est intéressant. c'est être célébré par Truman Capote et Andy Warhol, c'était comme se faire tailler une pipe par une Nico. prostituée de luxe, Tu veux quoi. le- Donc, Ah, bon. Pardon, j'ai pas traité Nico de prostituée de luxe. Bien que j'en en pense pas moins. Du coup, donc on était sur House of the Holy. Le suivi d'après, c'est un double album magnifique, objet avec des fenêtres qui s'ouvrent. C'est bien ça, c'est Physical Graffiti. Tout à fait. Alors ça, c'est Voilà. c'est peut-être la master. Enfin, si je peux donner mon point de vue personnel qui intéresse pas grand monde, mais moi vachement. Et quand je me réécouterai Sur ce dans 20 podcast, ans- en tout cas, ça nous intéresse. Ouais, bah écoute, ouais, Physical Graffiti, c'est un peu. Et je dis ça en l'ayant découvert assez tard, parce que moi, le côté. Moi, j'ai découvert avec The Song Remain the Same, et la discographie, je l'ai découvert quand j'ai été un peu moins con, et quand je me suis remis à acheter du disque il y a une dizaine d'années, quoi. Donc Physical Graffiti, c'est absolument magnifique. Il y a tout. C'est un peu le double. Enfin, c'est con de faire des comparaisons comme ça, mais. On a fait le parallèle, le Beatles des 70, c'est le double blanc de Led Zepp, quoi, Oui, par la variété de choses. À la différence que Ah bah. c'est un double album avec, on va dire, une moitié de chansons qui sont originales et l'autre moitié qui sont des chansons en fait outtake Mais- remontant jusqu'au troisième album. Ouais, tout à fait, mais c'est quand même des chansons de matériel original. Même si c'est pas leur Tattoo You non plus, quoi, je veux dire. Bah un peu. Un peu, ouais, d'accord. Et Un Boogie peu. with Stu, parce que là, il commence à enregistrer déjà avec un peu à des endroits différents, notamment à Stargroves en Angleterre avec le mobile de Ian Stewart, dont un hommage sera. rendu Non, sur, ça c'était sur House of the Holy. Les chansons Boogie originales, les chansons originales sur les chansons originales Physical Graffiti. sur Physical Graffiti sont enregistrées avec le studio mobile de Ronnie Lane. Ah, d'accord. Ouais. Mais Boogie with Stu, où il y a Ian Stewart qui joue. C'est la outtake du quatrième album. D'accord, très bien. Bon, ça c'est dit. Et du coup, il sort quand Physical Graffiti Il 75? sort 75 aussi. Ouais, donc là, on est vraiment à la croisée des chemins. Et ce qui est incroyable, c'est que bon, on a comparé aux Beatles, mais ce serait les Beatles qui commenceront en 59, donc c'est pas vraiment sur la décennie, ça tient pas la route, ça n'a Non, aucune mais- importance, certes. Sur Mais- Physical Graffiti, il y a aussi un point commun à noter avec les Beatles, c'est évidemment la présence de Cashmere, Ah. qui va être de la même façon que ce que George Harrison a apporté sur l'introduction de la culture orientale dans la musique pop. Ah bah, Ça va être l'espèce de point final apporté sur la pertinence de ces influences de ces musiques issues de l'Empire britannique déchu et sur la world music, quoi. Enfin, il faut écouter Cashmere je dirais que c'est encore un et peu encore et le premier encore. morceau de world music. Enfin non, parce qu'il y a eu les. Bah, le les premier tentatives. tube. Oui, voilà, le premier truc qui tube, marche. le parce que premier. faut pas dire que les essais de George Harrison sur Apple étaient vraiment vendus, donc c'est le Non, mais il y a premier truc Norwegian mainstream. Wood, Oui, et puis ouais. il y a Within You Without You sur Oui. Sgt Pepper. Ouais, mais je sais pas si ça a été. Bah, Sgt Pepper, c'est un disque Non, que non, tout le mais- monde avait. non, mais ça, on est Donc tout le d'accord. monde avait le truc et donc tout le monde Ouais, l'écoutait. mais Cashmere va vachement plus loin. Qu'on parce que l'aime c'est- ou pas. Parce que ça reste du gros rock et Bon, de la- Non, mais Cashmere est un morceau emblématique. ça quoi. ouvre l'album, hein. Non, ça ferme le premier disque. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bitomanie garantie. Custard Pie ouvre le premier disque Ouais, de. J'espère que tu dis pas de conneries toi, parce que moi j'en ai Ah, suffisamment. ça ne risque pas sur cet album-là. Je l'ai tellement écouté. Bah ouais, mais que- moi c'est ça mon problème de réécouter des vinyles, c'est que du coup je mets le disque et que je me laisse aller et que je ne suis pas devant Spotify à lire les titres. Bref, Donc on s'en voilà. fout. Donc on est en Et 75. d'ailleurs, je fais une parenthèse pour dire que sur le documentaire très sympathique réunissant Jimmy Page, The Edge et Jack Ah, White, It Might Get Wrong, Voilà, j'ai cru que le nom t'échappait, je l'avais. il y a dans les Bruno bonus, passe pour une crêpe.
The Edge, tu vois, je l'appelle Bono tellement que j'ai du respect pour YouTube. Il a son bonnet pourtant. Ouais. C'est pour ça que je l'appelle Bono. Ah. Le bonnet de Bono, The Edge. Et donc quand vous avez le DVD, et bon, évidemment c'est disponible sur YouTube, etc. Il y a une chute qui n'est pas dans le film, un bonus du DVD. Où Jimmy Page explique devant les yeux écarquillés de The Edge et Jack White comment est-ce qu'il a composé Cashmere, comment est-ce que ça part de la rythmique de Bonham et comment est-ce que lui après il a fait ça, et tu vois les mecs qui même s'ils ont fait beaucoup de tubes, etc., qui ils se disent on échangerait volontiers tous les tubes qu'on a fait uniquement pour avoir le privilège d'avoir écrit ça, quoi. Ouais, et puis on voudrait être nulle part ailleurs que de voir Jimmy Page nous jouer ça dans un studio. Enfin, c'est assez savoureux. Non, c'est magnifique. Et donc, du coup, là, on va assister à une espèce de plongée aux enfers qui va finir de manière dramatique. On parle de la fin des Beatles très dure, mais finalement, on était sur du pipi-tcha à côté, puisque c'était des petites disputes entre copains d'Angleterre. Et là, on va se retrouver sur. Je dis ça, je vois que Benjamin lève les yeux au ciel dès qu'il s'agit des Beatles et que j'utilise l'expression pipi-tcha. Mais je veux dire, là, ça va commencer à vraiment partir en cacahuète. Là, à cette époque-là, vers 76, du coup, il y a un premier incident, c'est Robert Plant qui est touché par un deuil familial, Benjamin. Alors, plusieurs choses. Oui, d'abord, un accident très très grave qui lui arrive sur l'île grecque de Rhodes, où il est handicapé à cause d'un accident de voiture. Et où il enregistre l'album suivant, Presence, sur un fauteuil roulant. Oui, et puis c'est c'est des jams où Robert Plant après pose sa voix parce qu'il est pas là, il est absent à cause de cet accident. Hein. Oui. Et donc voilà, il y a cet album-là. C'est le premier album où ils sont plus 4 finalement en studio, quoi, puisque Plant est handicapé par ce. Tout à fait. Donc il finit par se remettre et pour la promotion de Presence, ils partent en 77 pour leur dernière tournée américaine. Et c'est au cours de cette tournée américaine qui se passe d'ailleurs assez mal. En plus, Jimmy Page est vraiment tombé très très bas dans son addiction à l'héroïne. Et il suffit de voir les vidéos amateurs de l'époque pour le voir vraiment uniquement un squelette sur pattes. Il y a des extraits dans le fameux coffret DVD de 77, je crois pas. Officiel non, mais sur un des menus. Il y en a, mais sur YouTube. Peut-être par hasard s'il n'y a pas grand chose de. Non, sur YouTube on en trouve, et même sur le YouTube officiel de Led Zeppelin, le YouTube officiel de Led Zeppelin propose des trucs pirates et également. Il joue une grosse partie de l'album Présence ou pas? Non, il joue de mémoire, il joue Achilles Last Stand, Nobody's Fault But Mine, et non, je crois que c'est tout ce qu'il joue. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas vraiment comme les tournées d'avant où ils étaient en promotion de l'album. Là, ils commencent déjà à faire un espèce de best-of. Mais d'un côté, c'est le 6e ou 5e ou 6e. Donc ils ont quand même déjà pas mal de standards. Et ils continuent à jouer, bien sûr, Dazed and Confused dans des versions de 18 minutes qui font une face de vinyle, voire 2 des fois, sur certains supports. Et donc là, après, il y a Plant, là, c'est vraiment la période... Plant, son jeune fils, son dernier fils meurt d'une maladie infantile. Genre de 3 ans. Hein. Ah non, même moins, je crois. Enfin bon, je sais plus, mais... et donc il apprend ça en tournée. Donc la dernière tournée américaine de Led Zeppelin est interrompue de façon abrupte. Contrairement à la tournée des Stones, quand son fils meurt, il continue. Hein. C'est juste pour faire un parallèle, parce que Richards a un jeune fils qui meurt pendant la tournée continue. Mais là, Plant ne peut plus continuer, donc ils arrêtent la tournée, c'est ça. Tout à fait. Et Robert Plant prend même des cours pour devenir instit. Génial. Il devient éducateur d'ailleurs pendant toute une courte période. Et donc le groupe est un petit peu à l'arrêt, etc. Et ils finissent par, pour tenir le business debout, etc. Et parce que les uns et les autres vont pas très bien, par souci pour Peter Grant, etc. Et aussi parce que Plant se dit qu'écrire des chansons peut être un moyen d'évacuer sa douleur et son deuil. Ils décident d'enregistrer un album qu'ils vont faire dans les studios de ABBA à Stockholm.
donc, qui s'appelle In Through the Outdoor et qui va être un album qui sera finalement le dernier sans Coda, sans qu'il le sache vraiment, mais qui sera le dernier album, enregistré de façon assez étrange parce que John Paul Jones va prendre énormément d'importance sur ce disque, alors que d'habitude, au moins la majorité des titres étaient coécrits par Page et Plant et le reste était des compositions plus communes du groupe. Et là, John Paul Jones va beaucoup écrire avec Plant, tout simplement parce que Led Zeppelin est maintenant dans une dynamique très simple, avec deux personnes clean qui sont Robert Plant et John Paul Jones, et deux gros junkies que sont Jimmy Page et John Bonham. Alors ce qui est incroyable avec Bonham, le peu de choses que j'ai lues, c'est que Bonham apparemment était un junkie total pendant les périodes où il bossait avec Led Zeppelin, mais alors sinon le reste du temps, quand il était off, c'était le père de famille absolument idéal, gentil, qui ne buvait pas, etc. Mais le fait d'être... Il buvait, il se droguait pas. Ouais, enfin, en tout cas, il assurait grave à la maison, etc. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, on va voir tout à l'heure, mais... Enfin voilà, quoi, c'était vraiment le fait de travailler avec Led Zepp qui... Finalement, il se sentait obligé de se être en tournée. Être en tournée, mais... Être en tournée, c'est quelqu'un qui... C'est un Anglais qui se sentait homesick, comme on dit, dès qu'il était... Il avait le mal du pays. Ouais, mais enfin bon, il y en a d'autres qui avait le mal du pays dans l'histoire du rock et qui n'étaient pas dans cet état-là en tournée. Hein. Bah non, mais une fois de plus... C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est pas forcément incroyable parce qu'une fois de plus, jamais avant Led Zeppelin, on avait eu affaire à un groupe qui avait autant de pouvoir, autant d'argent et autant de contrôle sur tout, en fait. C'est vrai, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on pense toujours que les Stones étaient les premiers à faire du stade, mais les Zeppelin remplissaient beaucoup plus que les Stones dans les 70, quoi. Bien sûr. Je veux dire, et en plus, les Led Zepp étaient 4 sur scène, ils n'étaient pas entourés de claviers, de cuivre, etc. C'était les 4 sur scène, donc il y avait quand même une certaine... tension qui régnait et qu'il fallait envoyer le bois, et les gens attendaient à ce que ça soit une performance, et les concerts tournaient autour des 2h30, hein. Quand on compare avec les autres groupes qui jouaient, voire 3h, enfin, je veux dire, les Stones jouaient 1h20 encore, c'était encore le format avant que Springsteen commence à vraiment faire des sets de 3 heures, que les autres se sentent obligés de jouer un peu plus longtemps. Les Zepp, c'était des marathons, quoi. Bon, les Who un peu aussi, et c'était un peu le même cas de figure. Et d'ailleurs, il y a des parallèles, parce que ça se termine à peu près à la même époque, et à peu près de façon aussi tragique, d'ailleurs, avec la mort du batteur, qui va intervenir en 80. Bon, je voudrais juste, avant de finir de façon vraiment scabreuse, malheureusement, ce n'est pas moi, c'est l'histoire de Led Zepp qui le veut. Qu'est-ce que la sorcellerie vient de faire là-dedans? Parce que j'ai toujours entendu parler d'histoires de magie noire et tout, et que Plante, du coup, qui vit ces drames, se met à se demander si la magie noire que pratiquait Page ne serait pas responsable quelque part de tous ces drames. Qu'est-ce que c'est ces légendes autour de cette magie noire autour de Led Zeppelin? Moi, j'ai jamais vraiment compris. Est-ce que tu en sais plus ou... Bah oui, c'était des trucs de junkie tout simplement? Non, pas du tout. Non, mais de toute façon, tout le monde, toute cette génération-là était... Cette génération, tu veux dire... La génération des années 60, des gens dans les années 40, quoi. Des baby-boomers. Ouais. La génération des baby-boomers était... On est tard, on est déjà à la fin des années 70. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, mais Page est déjà obsédé par Aleister Crowley dès 71-72. Hein. Donc, et David Bowie, il a été, lui, plus à l'époque de Station to Station, etc. Mais ça passe. Enfin, c'est une période, ça leur est passé. Page, je crois pas. Oui, voilà, c'est ça. Page, je crois pas, parce que Page a une vraie fascination et une vraie croyance là-dedans, etc. Mais c'est quelque chose d'extrêmement anglais, quoi. C'est assez proche aussi, quelque part, de la fascination que les Anglais avaient pour Tolkien et Le Seigneur des Anneaux, etc. C'est une... de toute façon, faut jamais oublier ce que les Beatles disaient, c'est que à partir du moment où ils ont découvert la drogue, ce qui les a intéressés, c'est ensuite comprendre le sens de l'existence, parce que c'est une époque où tous ces gens-là, le LSD les a changés. Oui, mais quand tu dis drogue, les Beatles parlaient de ça, même pour le simple fait de consommer de la marijuana. Donc, tout ça a débordé d'une façon un peu glauque, non?
Bah, on arrive à la magie noire, c'est que t'es plus en train de fumer des joints, je veux dire. Je suis pas un spécialiste de magie noire, je suis pas, j'ai juste lu. Ni d'héroïne, je vous rassure. J'ai juste lu tout ce qui a été fait là-dessus, mais c'est vraiment des gens qui étaient traumatisés par beaucoup de choses et qui se trouvaient être la première génération à avoir le loisir d'explorer cet inconscient Pourtant, et de communiquer ça en plus aux masses. C'est ça la différence. C'est qu'avant ça, des gens qui étaient aisés dans la vie, des bourgeois, etc., pouvaient se le permettre, tandis que eux, d'abord, dans un premier temps, étaient nés dans des conditions assez modestes, etc., avaient obtenu ce succès complètement inespéré, et donc avaient voulu se poser des questions, etc. Ils avaient l'avantage, en plus de ça, après avoir expérimenté, de sortir des albums qui étaient diffusés à des millions d'exemplaires partout. Et pourtant, ces gens-là avaient déjà, avaient l'âge des Beatles et des Stones qui ont explosé très jeunes. Enfin, je veux dire, le succès de Plant, Bonham, Page et Jones, c'est des gens qui avaient le même âge que les Stones et les Beatles. Donc, du coup, on aurait pu penser qu'avec des familles, etc., on aurait pu penser que l'âge les aurait un peu préservés de tout ça, mais il n'en fut rien finalement. Non, parce qu'ils étaient vraiment... À cause du succès peut-être. Oui, puis ils étaient en vase clos, et une fois de plus, je pense que vraiment cette question de pouvoir est extrêmement importante pour comprendre Led Zeppelin. C'est un groupe qui a toujours eu le pouvoir, qui a, contrairement à d'autres, qui n'a pas dû lutter contre des managements, contre des maisons de disques, etc., qui leur imposaient des choses, etc. Ouais. Tout de suite, c'est vraiment les musiciens, et avec un manager complètement dévoué à ce qu'ils voulaient faire, qui ont pu imposer leur point de vue. Et ça a merdé parce que c'est pas non plus la solution. Bah ouais, c'est bien ça. Et donc on est sur une Fusée Outdoor, et Led Zeppelin embarque pour une tournée, pas vraiment... une tournée de test. Une tournée de test où ils font des bois en 79. Alors voilà, c'est ça. Une fois de plus, pour Plant. Avec les vraiment Barbarians en première partie. Le problème de Led Zeppelin à ce moment-là, c'est Plant. Parce que Plant, une fois de plus, comme on l'a dit tout à l'heure, Plant, c'est pas s'il va être éducateur ou chanteur de rock méga star, quoi. Ouais, en gros, c'est ça le problème. Après, puisqu'il a jamais voulu reformer Led Zeppelin. Enfin, peut-être qu'on fera un... non, mais ça, c'est autre chose. Après, ouais, mais le fait que du coup, après ces incidents personnels, Plant, il est plus dedans, quoi. Je veux dire, et il ne sera le plus jamais. D'ailleurs, il a jamais eu la reformation de Led Zeppelin. Oui, mais quelque chose en plus de ça, c'est cassé avec Page, quoi. C'est que Plant, à partir effectivement de l'époque Physical Graffiti, etc., Page devient quelqu'un de pas fiable, en gros. Alors qu'ils étaient vraiment très très proches, justement, ce qu'on avait dit dans le premier épisode de l'époque de Brian Hoare, quand ils font le troisième album, tous les deux dans le cottage au Pays de Galles. Ils sont vraiment très très proches, et Plant est vraiment très très soucieux de ça, c'est très très important pour lui, mais il sent Page se détacher de ça, et Page qui est vraiment un personnage un petit peu manipulateur, un petit peu très instable, quoi. C'est incroyable, c'est vraiment le côté des groupes, de ces groupes anglais, c'est qu'on a toujours entre parenthèses à côté des chansons de noms associés, et finalement les relations finissent toujours par déborder et deviennent vraiment malsaines. Et là, avec Led Zeppelin, c'est ce qu'on aime dans les dynamiques de groupe aussi en même temps. Et puis bon, et du coup, donc il y a Snebworth en 79, et puis il y a un projet de grande tournée américaine en 80. C'est ça. Et pour ce faire, ils font une espèce de tour de show en Allemagne, en Belgique, etc. C'est les derniers concerts. Et aux Pays-Bas. Et une tournée qui, d'ailleurs, des albums pirates tout à fait écoutables sur YouTube peuvent en témoigner, une tournée vraiment bon enfant. Et puis des bonnes bandes, je veux dire, c'est très écoutable. Et en plus, où vraiment on sent le groupe ressoudé, et qui part moins dans des improvisations de dizaines de minutes sur les morceaux. Plus concis, c'est beaucoup plus sec, beaucoup plus machin. Et donc, ils se disent qu'ils sont prêts pour repartir aux États-Unis jusqu'à ce que le drame n'arrive. Et Bonham qui casse sa pipe après 40 verres de vodka. Bonham qui meurt chez Jimmy Page. Pizza vodka. Mais oui, enfin bon, voilà. Moi ça m'intéresse, c'est important. Parce que le mec a quoi? Il a quel âge, Bonham, quand il meurt? Bonham était de 69 et il meurt Non, il n'est pas de 69. Si, il est il est 49. Il meurt à 11 ans.
Il est de 49. Ah donc- ouais, alors, super jeune. Et donc il meurt en 80. Donc pour rappel, s'il y a eu l'annus horribilis du rock, c'est quand même 80, qui voit la mort à la fois de John Lennon, enfin dans l'ordre chronologique de Ian Curtis, de John Bonham, puis de John Lennon. Et de Bon Scott pour. Et de Bon Scott, c'est vrai. Et de, Je crois que c'est 79. non, Bon Scott. 80 Bon Scott aussi. Bon, donc voilà. Et à donc- peu près dans les mêmes conditions, d'ailleurs, une espèce de beuverie. D'ailleurs, quand je dis 40 shots de vodka, je mélange un peu, comme c'est la même année, la mort de Bon Scott et de. je croyais que tu mélangeais la vodka du coup depuis la mort de Bon Scott pour. Depuis la mort de Bon Scott, je mélange la vodka vodka et la pizza. Ouais. Ah d'accord. Et c'est comme ça qu'on enregistre nos podcasts. Non, malheureusement, Bonham meurt, mais non seulement il meurt, mais il est découvert par ses deux potes. Par John Paul Jones, et surtout. puis, ouais, par Non, John c'est Paul Jones, Jones. puis Page qui végète là dans la maison, ce que tu me racontais. Voilà, c'est ça, t'avais dit un c'était une super espèce ouvrage, de. Voilà, oui, de Barney Hoskins qui s'appelle Trample Underfoot, Oh. qui est donc un. Non, j'ai fait parce que j'adore la chanson. Mais, Voilà, ouais. bah, tout à fait, sur Donc, Facebook bon. Graffiti. Ouais, tout Oui, à oui, fait. tout à fait à conseiller. Je ne sais pas si ça a été traduit en français, j'ai pas envie de paraître trop pédant en disant ça, mais voilà. Bah, c'est possible, hein, vous savez, Son Alone n'a toujours pas été traduit en français, quel drame. Ouais. Mais Faut voilà, s'y en tout mettre, cas, hein. je ne saurais que recommander la lecture de cet ouvrage pour au moins les lecteurs. Mais qui vous peuvent savez lire quoi, en anglais. ça fait déjà 25 minutes là qu'on parle sur la partie 2 et je me demande peut-être même si on va pas faire une partie 3 un jour. En tout cas, on a essayé de faire un petit tour de chauffe de l'histoire de Led Zeppelin et c'est moi franchement, en tout cas, je me suis régalé à parler de ça avec toi. Si je peux me permettre, Ah Antoine, ton conseil pour nos auditeurs, si on veut commencer par Led Zeppelin, quels sont les deux albums à privilégier? Bah, House of the Holy et Physical Graffiti pour pas paraître, pour être un peu snob et pour être sincère, tout simplement. Parce que finalement, on nous impose des Stairway to Heaven et tout. Mais Physical Graffiti pour peut-être la variété dans ce qu'ils font et pour aussi convaincre les gens qui viennent de la country, du blues, que les Led Zeppelin n'étaient pas seulement un groupe de heavy metal et ne sont pas les prémices de certains groupes que j'apprécie moins comme Black Sabbath ou Deep Purple peut-être. Et aussi pour l'influence orientale, notamment sur In the Light et sur Kashmir. Donc voilà, écoute, peut-être une partie 3 parce que j'aimerais bien un jour débattre avec toi justement du fait que de tout ce qui s'est passé après parce qu'ils sont reformés un petit peu, Page et Plant se sont retrouvés en 96 et puis on aimerait savoir à l'occasion de ce 50e anniversaire s'il y a une chance qu'ils rejouent sur scène. On en parle avec Benjamin depuis pas mal de temps. Alors est-ce que Page serait capable à son âge de refaire ses parties de guitare incroyables? Je pense qu'on laissera ça pour un autre moment. En tout cas, n'hésitez pas à vous replonger là-dedans. Et puis nous, on se retrouve le plus vite possible. Hein. Je vous embrasse très fort. Ciao.